Bonjour à tous, donc je suis Tiffany Gonor, doctorante au Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage de l'Université de Poitiers. Avant de commencer cette présentation, je tiens à remercier donc la SNLF pour la bourse accordée qui me permet d'être ici aujourd'hui et donc présenter les résultats de mon travail de recherche. Donc pour commencer, on sait que le vieillissement est un processus très hétérogène au niveau des fonctions et de la vitesse de déclin de ces fonctions, mais également de manière individuelle. Chaque individu a son propre déclin lié au vieillissement. Et on sait que certaines personnes, malgré un âge avancé, arrivent à maintenir un haut niveau de capacité cognitive comparativement à des individus plus jeunes. Et donc, il est intéressant de s'intéresser aux différents facteurs qui peuvent modérer ce vieillissement cognitif. Et on sait notamment que l'activité, la stimulation cognitive ou encore l'activité physique sont des sources, sont des facteurs qui permettent de prévenir ce déclin cognitif. Et on sait également que pratiquer ces deux types de stimulation de manière combinée, donc au cours d'une même activité, on réalise à la fois de l'activité physique et cognitive en simultané, aurait des bénéfices supérieurs que la pratique de l'une ou l'autre de ces activités de manière individuelle. Un autre facteur intéressant est tout ce qui a trait aux interactions sociales. On sait que toutes les activités socialement stimulantes, être en groupe, favorisent là encore la stimulation cognitive et permet de prévenir le déclin lié au vieillissement. Récemment, une étude, donc la méta-analyse de Rieker de 2022, montre que la pratique de l'activité physique et ou cognitive aurait des effets supérieurs lorsque cette activité est réalisée en groupe, comparativement à une pratique individuelle, et ce pour des groupes assez restreints d'une dizaine de personnes. Et donc, ça met en avant l'effet un peu additif de ces différentes sources de stimulation pour prévenir le déclin cognitif. Différentes sources de stimulation prises ensemble renvoient à un concept, le concept donc d'environnement enrichi. L'environnement enrichi, ça peut être défini comme un environnement qui va faciliter ces différentes stimulations, donc physiques, cognitives, mais également sociales, par la mise à disposition donc d'un équipement et l'organisation d'un environnement structuré et stimulant. Donc deux notions importantes à prendre en compte dans ce concept d'environnement enrichi. Le premier, c'est la triple stimulation. C'est vraiment le fait de lier la stimulation physique, cognitive, mais également sociale. Et donc, la synergie qui va se créer entre ces trois types de stimulation aurait des effets supérieurs sur la prévention du déclin cognitif. Et l'autre point important, c'est le milieu enrichi en lui-même. Alors, à Poitiers, on a la chance d'avoir deux structures innovantes et assez atypiques, les ateliers cordage et la Villa Santé. Ce sont deux structures qui peuvent être définies comme un environnement enrichi de par leur aspect et leur environnement physique. Donc, c'est deux structures qui sont construites comme des maisons. On retrouve un salon, une salle d'activité, une cuisine où les personnes peuvent réaliser différentes activités. Et également, de par leur environnement social et les valeurs véhiculées par ces lieux, des valeurs interâge, interpathologie, de bien vieillir. Et donc, l'idée de mon travail de thèse, c'est de mettre en avant ces lieux et donc ce qui est fait sur le terrain pour essayer de prévenir les déclins avec ce qui existe déjà. Donc, pour ce faire, nous avons donc mis en place un programme d'intervention dont le but est d'évaluer les effets d'un entraînement combiné physique et cognitif sur la santé cognitive, mais également la qualité de vie des seniors en fonction de l'enrichissement environnemental. Et donc, nous avons mis en place trois conditions. Une première condition, les participants réalisent l'activité à leur domicile. Donc, c'est un enseignant en activité physique adaptée qui va au domicile des participants, leur proposer le programme combiné d'activités physiques et cognitives. Deuxième condition, donc, les participants réalisent le même programme, mais dans un gymnase, en groupe. On suppose cette condition avoir des bénéfices supérieurs de par la richesse des interactions sociales entre l'intervenant et les participants, mais également entre les participants entre eux, donc avec un enrichissement social plus important comparativement au domicile. Et enfin, donc, la troisième condition, la réalisation de ce même programme, mais dans nos deux structures partenaires, la Villa Santé et les ateliers cordage. Et on s'attend à des bénéfices supérieurs de par donc les bénéfices et les valeurs de ces lieux qui permettraient de meilleurs bénéfices. Concrètement, le programme donc, a une durée de 3 mois.
à raison de 2 séances d'1 heure d'activité combinée, donc physique et cognitive, par semaine. Donc, les participants réalisent au total 24 séances d'entraînement combiné. Ils sont évalués donc à 4 reprises, une première fois avant le début du programme, une deuxième fois au milieu, donc entre la 6e et 7e semaine, une troisième fois directement après l'arrêt de l'intervention, donc les 3 mois d'intervention, et une quatrième fois, donc plus loin dans le temps, donc 6 mois après l'arrêt du programme. Concernant les résultats, au niveau de la mémoire épisodique, donc on obtient une amélioration des capacités de mémoire épisodique pour les participants qui ont réalisé l'entraînement combiné donc dans nos environnements enrichis, avec une amélioration entre le début et la fin du programme, donc bien pré-post-intervention, uniquement pour le groupe en environnement enrichi. On obtient donc ce même résultat concernant le fonctionnement exécutif, alors avec un score de fonction exécutive composite, composé des 3 tests, donc du DEBAC, du TMT et du SCOOP. Et donc là aussi, on observe une augmentation du fonctionnement exécutif pour le groupe réalisant le programme en environnement enrichi uniquement. Au niveau des résultats psychosociaux, l'on obtient un effet de l'intervention sur le bien-être perçu. Les personnes témoignent d'un meilleur bien-être perçu après l'intervention, quelle que soit la condition dans laquelle les participants ont réalisé cette intervention. De même pour les résultats au niveau physique, donc tous nos participants, quelle que soit la condition de pratique, ont une amélioration de leur capacité aérobique entre le début et la fin du programme, et on observe également cette amélioration dès 6 semaines, avec une amélioration donc de cette endurance aérobie dès 6 semaines de programme. Donc, pour conclure par rapport à nos hypothèses définies au début, nous avions donc la première hypothèse d'un effet supérieur du groupe comparativement à notre condition individuelle où les personnes étaient seules à leur domicile avec l'intervenant. On n'obtient pas de différence d'effet groupe. Peut-être que cela peut être dû à un effet de compensation en fait entre la richesse de l'interaction sociale qui s'est créée entre le participant et son intervenant. C'était un peu comme du coaching privé, donc finalement peut-être que les interactions étaient plus riches que dans un gymnase où malgré tout on est en groupe et donc il faut aussi plus de temps pour créer des liens et peut-être moins forts entre les participants que l'exclusivité du coach qui vient à notre domicile, et donc ça compenserait ces deux conditions. Toutefois, on obtient donc un effet supérieur de notre environnement enrichi donc sur nos scores composites de mémoire épisodique et de fonctionnement exécutif par rapport aux 2 autres conditions. Toutefois, quelques limites donc à ce projet. On ne peut pas exclure un effet de pratique. Nos participants sont évalués à plusieurs reprises, donc toutes les 6 semaines. Donc, il peut y avoir un effet de pratique qui s'est installé. Nous n'avons pas de groupe contrôle pour contrôler cet effet de pratique. Toutefois, la recherche dans la littérature montre des effets bénéfiques de ces entraînements combinés. Donc, on peut quand même penser que l'entraînement mis en place est bénéfique et a permis la progression de nos participants sur les différents aspects. L'effectif du groupe de pratique aussi est une limite. Je vous disais tout à l'heure, dans la méta-analyse de Rieker, il présente que les bénéfices seraient supérieurs pour des groupes inférieurs à 10 personnes. La réalisation du programme dans nos structures partenaires, les groupes étaient composés d'environ 7 personnes, alors que dans le gymnase, on atteignait environ 10 personnes par groupe. Donc peut-être qu'il y aurait une distinction déjà entre 6 personnes ou 10 personnes qu'il faudrait contrôler. Ça ouvre des perspectives intéressantes sur ces lieux qui existent et donc la promotion de ces lieux avec donc différentes analyses à poursuivre, avec notamment des liens de causalité et peut-être un rapport avec les bénéfices premiers de l'activité physique qui arriverait et qui pourrait potentialiser les bénéfices cognitifs par la suite. Je vous remercie de votre attention et je remercie donc tous les partenaires qui ont permis que ce projet ait lieu et puisse aboutir. Comment? Alors, quand on a commencé à mettre en place le protocole, on s'est très vite posé la question de ce groupe contrôle, justement, mais au vu de l'effectif, je n'ai pas eu le temps de détailler, mais on voulait atteindre 140 personnes. Et donc, au vu de la difficulté déjà à recruter ces 140 personnes pour nos 3 conditions, on n'a pas voulu mettre en place de groupe contrôle, mais ce serait effectivement quelque chose d'intéressant à mettre en place
par la suite pour pouvoir justement évaluer cet effet de pratique du test. Bonjour tout le monde. Bon, mais d'abord et avant tout, je m'excuse de prendre 10 minutes de votre attention alors que j'imagine que vous avez tous hâte de retrouver les collègues et d'aller manger des petits sandwichs. Mais Perrine, je suis étudiante présentement au postdoctorat en sciences de la réadaptation. Toutefois, considérant la thématique de notre rencontre de ces journées de printemps, on a voulu présenter un projet antérieur en lien avec la santé numérique parce qu'ici au CRIEGM, on a développé avec Anaïs Ansaldo, avec Yves Joannette et avec Anaïs Deleuze un protocole qui s'appelle le email, qui est, on pense, un bon exemple de ce qu'on peut faire pour, comme avancement à nos pratiques cliniques. Je voudrais donc vous exposer. Ça marche-tu? Je voudrais d'abord vous exposer aux données probantes, à ce qu'on connaît de la littérature scientifique sur les bénéfices de l'évaluation informatisée, puis utiliser notre outil un peu comme une illustration de comment une évaluation informatisée peut assister le raisonnement clinique des professionnels de la santé. Alors, vous me direz pourquoi une batterie informatisée? Ben, en premier lieu, on a réalisé en consultant des collègues orthophonistes que c'était réellement un besoin dans la francophonie. En fait, quand on leur a demandé c'est quoi l'outil, qu'il soit informatisé ou non, que vous utilisez le plus dans la pratique clinique, bon, ben, c'était très clair. D'abord, les orthophonistes utilisent beaucoup des batteries. Je pense qu'ils apprécient beaucoup cette modalité-là. Puis, celui qui est le plus utilisé, ça c'était en 2016, c'est bel et bien le MT86, comme dans 1986. C'est donc un outil qui, certes, a une pertinence définitivement qui répond à un besoin clinique, mais qui probablement pourrait bénéficier d'une certaine mise à jour, d'autant plus que les concepts ont évolué au fil du temps. Depuis les débuts, disons, anatomo-cliniques dans nos professions, les approches ont avancé, notamment avec des approches davantage cognitives, pragmatiques, sociales, plus contemporaines, sans oublier évidemment l'apport de la technologie, qui nous amène aujourd'hui à des approches beaucoup plus interactives, beaucoup plus sociales. Donc, la notion de langage et de communication a sans aucun doute évolué depuis 1986. Puis l'informatisation. Bon, l'informatisation, selon la littérature, encore une fois, devrait permettre d'optimiser notre évaluation comme clinicien, non seulement en ayant des qualités psychométriques plus rigoureuses, je vais vous en reparler, mais aussi en allant chercher des informations qu'on ne pourrait peut-être pas obtenir par ailleurs avec une évaluation non informatisée. On pense donc que ça peut devenir un soutien au raisonnement clinique pour les professionnels. Évidemment, ça ne vient pas sans désavantages ou sans obstacles. On sait tous que le niveau de familiarité aux outils informatisés peut constituer un obstacle pour les utilisateurs. Toutefois, on sait aussi que de plus en plus, les années avançant, nos patients, les personnes que l'on rencontre dans nos cliniques sont outillés sur le plan technologique. On a des iPads, des tablettes, moins des ordinateurs, mais beaucoup des tablettes, à vrai dire. Évidemment, l'enjeu des données confidentielles et de leur gestion pour nous, cliniciens, est très important. Le coût, quoique pour les utilisateurs, finalement, une version papier ou informatisée revient à peu près au même coût actuellement. Puis, plusieurs cliniciens pourraient s'interroger sur la fiabilité des normes. Je rappelle ici que la fiabilité et la qualité d'un outil d'évaluation ne dépend pas de la modalité, qu'il soit informatisé ou non informatisé, mais bel et bien de la qualité de son construit et du respect de la normalisation et de la psychométrie selon le support qui a été choisi. En bref, un outil que vous voulez développer de manière informatisée doit être normalisé de manière informatisée. C'est donc ce qu'on a fait. Donc, le email.fr, email comme dans informatisé, on l'a mis dans les ordres, évaluation Montréal, évaluation du langage. Donc, c'est un outil d'évaluation qui est une application sur iPad qui va intégrer non seulement les aspects, disons, plus traditionnels du langage, mais aussi les aspects plus fonctionnels ou sociaux de la communication.
Un des premiers avantages, vous pouvez le remarquer, c'est qu'il y a bel et bien 51 tâches dans cette application, donc une batterie très complète, très riche, qui sont réparties en 8 modules. Alors, vous retrouverez différentes choses, mais notamment des tâches d'appréciation ou de dépistage cognitif. Malgré que ce soit à l'usage des orthophonistes, on souhaitait une collaboration entre les différentes professions. On s'est permis d'intégrer et de renormaliser des tâches du protocole MEC, Montréal d'évaluation de la communication, qui s'adressait plus aux individus avec des troubles acquis du côté droit, dans l'hémisphère droit, suite à une lésion cérébrale acquise. Pourquoi? Parce que cette batterie-là se veut non liée à l'étiologie. Elle pourrait être utilisée avec à peu près n'importe quelle clientèle qui présente potentiellement des troubles acquis. La tablette permet différentes modalités de passation. Nous, on trouvait ça intéressant. Il peut y avoir des tâches cliniciens seuls, sans interaction entre la personne évaluée et la tablette elle-même. Donc, on pose des questions, on enregistre, exemple, une conversation dont on parlait tout à l'heure, ça pourrait être intéressant. Une tâche côte à côte, donc typiquement une tâche où on pourrait pointer, donner la réponse en pointant sur la tablette directement, mais aussi une fonctionnalité flip, grâce aux capacités intégrées dans les tablettes numériques, où on a à la fois les stimuli face à nous comme cliniciens, mais dès qu'on flippe la tablette, ben là, la personne évaluée peut, elle, répondre directement ou voir les stimuli dessus. Quand on reflippe la tablette à nouveau, ça nous donne accès à la feuille de cotation où on peut prendre toutes nos notes. La tablette, ça permet aussi d'aller chercher la résolution de l'image. Donc, on est allé chercher des images qui étaient très vives en couleur, qui avaient en fait un très bon H-value, mais aussi des verbes, comme par exemple ici le verbe tricoter. Je l'ai entendu. Mais aussi, pourquoi pas, des films, puisqu'on a un support qui est numérisé. Donc, ça nous permet d'avoir différents contextes de production du langage, ce qui est fortement intéressant pour le raisonnement clinique. Ça permet aussi une analyse temporelle, notamment en ayant un chronomètre qui est intégré au démarrage de la tâche. Le chronomètre embarque ainsi que l'enregistrement, qui peut permettre non seulement de visualiser les réponses au fil du temps, mais aussi, pourquoi pas, après coup, de réécouter les productions et d'ajuster notre cotation. Puis, cerise sur le gâteau, ce que ça peut permettre, c'est la génération automatique non seulement du score brut, au fur et à mesure de la passation, vous allez voir le score s'ajuster, et le positionnement de la norme de la personne évaluée. Donc, si par exemple la personne dépasse se trouve sous le point d'alerte, la case va s'afficher en orange dans notre cas. Les stimuli sont très standardisés. Donc, au lieu d'avoir un clinicien qui essaye tant bien que mal de nommer 40 items en respectant une durée entre chaque mot et en maintenant une intonation neutre sans démontrer qu'on est arrivé au 39e et donc bientôt le dernier 40e, à la place d'une voix enregistrée qui présente les stimuli, ce qui permet vraiment une belle standardisation à travers les individus. Puis non seulement sur une tâche ici, par exemple, très simple, on pourrait dire de questions où la personne doit répondre oui ou non à chacune des questions, mais c'est un bon exemple sur une tâche aussi simple que ça. Non seulement l'évaluateur peut avoir accès au guide, au manuel, au guide de cotation qui est toujours accessible sous la main, mais aussi ça permet d'aller chercher d'autres éléments d'analyse plus qualitatifs qui viennent enrichir. Souvent, vous savez, c'est les notes que vous prenez sur le coin de la page pendant que vous faites votre évaluation papier. Mais là, ça permet à partir d'une impression qualitative, de les quantifier. Et donc, éventuellement, ce protocole permet d'aller extraire les résultats, soit par tâche ou bien pour l'ensemble des passations, avec un PDF qui présente les résultats de manière anonymisée. C'est la manière dont on a géré la confidentialité, en présentant le positionnement par rapport à la norme, les scores bruts pour chacun des blocs de tâches, mais aussi les éléments plus qualitatifs qui ne seront pas forcément soumis à une analyse normative, mais toutefois qui vont permettre d'alimenter le raisonnement clinique, bien souvent, les conclusions. Puis comme tout est automatisé, on s'est un petit peu amusé même jusque dans les normes. Donc, au-delà des classiques percentiles et score Z, on est allé regarder chaque tâche indépendamment, quelle était la distribution de nos participants normaux contrôle.
Et pour les tâches pour lesquelles ça se prêtait, on a proposé des analyses par prédiction. Donc, on a utilisé en fait une régression où on a allé pour chaque tâche regarder quelles seraient les variables individuelles qui pourraient avoir une incidence. On peut assumer que l'âge, par exemple, ou le sexe peut avoir une incidence sur toutes les tâches langagières. Toutefois, c'est pas le cas. Pour certaines tâches, on n'a pas d'effet notamment de l'âge. Donc, on est allé ajuster tâche par tâche quelles étaient les variables qui pouvaient avoir une incidence. Donc, pour chaque tâche, vous verrez une présentation différente du positionnement par rapport à la norme. Je pense que ça fait le tour. Je voulais simplement souligner l'ampleur de l'équipe que ça requiert de créer une batterie comme celle-ci. Non seulement une équipe scientifique, Anna Inès, Yves ont énormément contribué ici, beaucoup de professionnels de recherche qui sont des cliniciens. On a vraiment essayé d'utiliser les sciences de la mise en œuvre ici pour alimenter notre regard critique comme développeur d'un outil clinique. Puis en parlant de développeurs, l'équipe de AppWap, qui n'est pas présente ici, mais qui évidemment est cruciale au cours du développement. Et tout le reste des participants qui sont en partie nommés ici. Mais merci beaucoup et bon appétit. Les normes, c'est les normes québécoises. Oui, exactement. Notre échantillon normatif est exclusivement constitué de personnes québécoises. On a toutefois une collaboration avec l'Université de Lille en France, avec MyTran, pour aller regarder si les normes sont utilisables ou similaires auprès de participants francophones de France. Mais il y a un accent québécois dans les stimuli audio et on y tient. Vous réalisez qu'on utilise ici des outils français avec des stimuli français de France. Alors pourquoi pas l'inverse? La question est un peu l'enjeu de la réalité. Alors, c'est quoi la pénétration de cette et c'est compliqué de faire changer les pratiques parce qu'on a fait une petite communication avec les collègues, les auteurs sur les rôles des instruments cognitifs informatisés. Ça prend une pénétration. On devrait penser par changer la pratique de façon spectaculaire. Il y a des obstacles certains, puis il y a des obstacles très, très pragmatiques. Je vais nommer, avant d'aller dans les milieux cliniques, des obstacles sur le plan académique. Donc, professeurs et chercheurs dans les salles, n'hésitez pas à équiper vos matériathèques, vos universités d'outils informatisés pour commencer à assister vos futurs professionnels avec ça. On a quand même vu une belle pénétration pour ce qui est du Québec. Au Québec, en France aussi, on a quelques utilisateurs. Davantage au Québec, je pense que l'outil a suscité de l'intérêt. Le fait qu'on l'ait développé en collaboration avec des cliniciens, sans aucun doute, a contribué à ça parce que le mot s'est passé. Il y a eu beaucoup de formations continues qui a été proposée aussi aux utilisateurs. Donc, pour ça a soutenu. On sait toutefois que dans nos milieux cliniques, acheter un iPad, c'est pas aussi simple que de le dire. Quelquefois, il y a des enjeux très administratifs, ne serait-ce qu'à cette étape-là. Puis les cliniciens, c'est certain, il y a des changements de pratique à opérer. Les cliniciens, quelquefois, préféreraient nommer les 40 items d'une tâche de vigilance auditive eux-mêmes pour contrôler certains aspects, pour qu'ils se perdent. Sauf que, après, si on utilise un outil qui est normalisé, je pense qu'il faut se rappeler que c'est avec l'intention d'utiliser les normes. Sinon quoi, on peut utiliser des tâches beaucoup moins formelles, des tâches plus fonctionnelles. Merci.